Venus, on est assez nombreux, je ne pensais pas qu'il y avait tant de monde. C'est vrai qu'on a longuement hésité à faire cette conférence ce soir. Mais on l'a faite, on nous a dit qu'au niveau de la préfecture, que ça pouvait marcher, dans les conditions qu'on vous a données. Je crois que ce soir, je vais être le seul privilégié, puisque moi, je vais pouvoir m'enlever le masque, si vous voulez bien, je suis assez loin de vous, donc il n'y aura pas de problème. Et je vais essayer donc de développer une activité qui est connue depuis des décennies, je dirais même, voire des siècles dans notre région. C'est la spéléologie, et avec tout ce qu'il y a autour. Donc ce soir, il y a deux associations qui sont à l'origine de cette conférence. C'est la Société de recherche spéléo-archéologique du réseau du Revellois, qui est située essentiellement à Sorèze, mais qui est partie intégrante aussi avec Revel et la région, et la Société d'histoire de Revel. Alors la spéléologie, c'est quelque chose de complexe, contrairement à ce qu'on pense. Ce n'est pas uniquement des gens qui vont dans des grottes pour se faire plaisir. Il y a tout un tas de choses qui y a autour de cette pratique, pour rentrer dans les grottes. Et je vous ai fait un petit peu le plan, que vous lisez là, rapidement. Je ne vais pas le détailler de suite, vous le verrez au cours de la soirée. Le plan de cette conférence, où nous verrons le contexte géographique, géologique, le potentiel archéologique et la morphologie des karstes. Il y a des mots qui sont un peu barbares, hein, des karstes, bon, je vous expliquerai tout à l'heure ce que c'est, ainsi de suite. Donc la spéléologie, qu'est-ce que c'est? Ben déjà, ce qui est intéressant, c'est de prendre le mot. Est-ce que tout le monde entend là-haut? C'est bon? Bon, c'est pas trop fort? D'accord. La spéléologie, ben, c'est comme tous les mots, comme la biologie, l'hydrologie, la karstologie. C'est un mot qui est formé de deux mots en vérité. C'est spéléion, la grotte, c'est le mot grec, et le gos, qui est le discours, la raison, la parole. Donc le mot spéléologie, déjà, ça veut dire que c'est la science un petit peu des grottes, et du contenant des grottes, c'est-à-dire le fameux karst, les fameux plateaux calcaires qui ont des formes très particulières. Donc, avec la spéléologie, il s'agit donc d'abord, pour beaucoup de spéléologues, de se faire un plaisir, d'abord, découvrir un monde, un continent, on appelle ça le continent souterrain, le 7e ou 8e continent, se faire plaisir en allant dans ces grottes, mais aussi de repérer, explorer, étudier, cartographier, visiter les cavités souterraines, naturelles aussi, mais parfois aussi des grottes artificielles comme les mines, et anthropiques, hein, lorsque les hommes ont creusé le rocher, puis à partager ses connaissances pour tout le monde un petit peu, dont on dit qu'en gros que la spéléologie, c'est un sport au service de la science. Alors des grottes, il y a des petites, des grandes, des pas profondes, des très profondes, d'immensément grandes et immensément profondes. Et cette activité se pratique sur le plan international, dans le monde entier. Il y a des fédérations dans pas mal de pays, des fédérations de spéléologie donc nationales, et il y a des ouvrages, il y a des choses qui sont partagées, des connaissances qui sont partagées. On sait actuellement à peu près les grandes grottes, où elles sont, et je vous ai donné ici sur cette diapo les grandes dimensions que l'on connaît. Par exemple, au niveau de la profondeur, le gouffre qui est le plus profond se trouve en Géorgie, donc il fait 2212 mètres de profondeur. Le 2 est important, en fait, 2 mètres, hein, ça veut dire que les topographies sont à peu près justes. Le développement, eh bien, aux États-Unis, nous avons un réseau Flynn Ridge Mammoth Cave, qui se trouve, je crois, dans le Kentucky, qui fait plus de 670 km de longueur. Et il y a un siphon, au niveau des siphons, les siphons, vous savez, c'est les galeries qui sont complètement immergées. Lorsqu'on veut explorer, on est obligé de prendre un équipement pour aller sous l'eau. Mais on a un siphon le plus long qui se trouve toujours dans ce grand pays qui est les États-Unis, qui fait 11 km de 100. Quand en France, on a des siphons aussi importants, puisqu'en France, on a un siphon qui fait presque 6 km de long. Le plus grand puits, le record de 2016, fait 662 mètres de profondeur. Alors je m'entends, quand je dis le plus grand puits, c'est d'une seule traite. Hein. C'est 2 fois la tour Eiffel, hein. C'est pas rien. Vous imaginez un peu la hauteur, les conditions de descente et surtout de remontée lorsqu'on veut remonter à ce grand puits. Il se trouve donc en Chine. Ensuite, les plus grandes salles, si les grandes salles, on en trouvait à l'Espagne, elles y sont tout le temps, évidemment, ces grandes salles, mais on en a trouvé de bien plus grandes, notamment en Chine, où elles peuvent faire environ 140 000 mètres carrés, hein, vous vous rendez compte, donc avec des longueurs de 800 mètres de long, une largeur de 330 mètres, une hauteur de 167 mètres. Alors, pour ce qui concerne la spéléométrie, on appelle ça comme ça,
la spéléométrie de la montagne noire, de la région qui nous intéresse directement pour les gens de Revel de Sorèze, eh bien nous, la plus grande profondeur fait 130 mètres, c'est pas mal quand même, 130 mètres. Développement, bon là c'est pas rien, 9 km 500, c'est la grotte du Calais-la-Sorèze. Le plus grand puits, on a fait 30 à 35 mètres environ, et la plus grande salle, on a quand même une grande salle dans la grotte du Calais aussi, qui fait 60 mètres de long, 40 mètres de large et 15 mètres de hauteur. Donc il y a des milliers, des dizaines de milliers de grottes, de gouffres, d'aveines, qui se trouvent dans le monde entier. On appelle ça le 7e continent, mais il y avait un collègue qui me le faisait justement remarquer il y a une heure, il me dit, mais non, je me demande si on ne va pas appeler ça le 8e continent, parce que je crois que le 7e continent, c'est un truc qui se trouve dans la mer, où on trouve beaucoup de descriptions à un endroit bien particulier. Voilà, dans les médias, c'est présenté comme ça. Donc la spéléologie, c'est une science. Alors, il y a le côté sportif, on va le voir tout à l'heure, mais c'est aussi une science. Au travers de la spéléologie, on peut étudier à l'intérieur de la montagne, à l'intérieur des roches, la géologie, la géomorphologie, comment la pierre est formée, l'hydrologie, l'hydrogéologie, c'est-à-dire l'écoulement des eaux, la karstologie, la cristallographie, c'est toutes les stalagmites, les stalactites, les coulées. La karstologie, c'est tout ce qui concerne l'étude du karst. Le karst, c'est les massifs calcaires qui ont des formes très particulières, je vous le montrerai tout à l'heure. Évidemment, l'intérêt des grottes aussi, c'est que ce sont aussi des conservatoires naturels, parce qu'il y a plein de choses qui sont conservées, qui sont à l'abri du gel, à l'abri de l'été, de l'hiver, de la pluie, de l'impact de l'homme aussi, plus ou moins, puisque dans les grottes, c'est un milieu qui est plus ou moins protégé. Et en plus, les grottes, parfois, sont des véritables traquenards pour des animaux. Des fois, les animaux très anciens. Donc, on accourt donc à la paléontologie, qui est l'étude des animaux anciens. Parce que ces grottes sont évidemment des pièges naturels. Au niveau archéologique, dans les grottes, on trouve de tout. Quand je dis de tout, il ne faut pas croire que c'est rempli complètement de mobilier archéologique, mais on retrouve pratiquement toutes les périodes, à savoir le alors c'est préhistorique, proto-historique, néolithique, l'antique, le médiéval, et même parfois, on peut faire remonter l'archéologie à une histoire plus ou moins contemporaine, ou dans les grottes, par exemple, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a des gens qui se sont cachés dans les grottes, des gens de l'Estéo, mais aussi des gens du Maquis. Je pense notamment aussi dans le Vercors, la grotte de la Luire, qui servait d'hôpital de campagne pour le Maquis du Vercors, où les gens ont été complètement massacrés. Enfin, à travers la spéléologie, on peut aborder aussi les sciences humaines, la sociologie, la fonction sociale de la caverne, puisque la caverne, parfois, a servi de bergerie, de choses comme ça, où les gens ont pu se retrouver pour se cacher un petit peu, pour faire des réunions secrètes, des choses comme ça. Et enfin, il y a l'étude des animaux qui sont dans les grottes et qui sont avec une faune. Je ne vais pas parler d'une flore, parce que la flore, c'est presque rien, mais la faune qui est une faune très spécifique dans les grottes, et que l'on retrouve que dans ces grottes, c'est ce qu'on appelle les troglobies. Et enfin, il y a une météorologie très particulière aux grottes. Il faut savoir que les grottes, la météo dans les grottes, c'est quelque chose d'assez constant par rapport à l'extérieur. Hein. Il peut y avoir des changements aussi, mais on a souvent des températures qui ne sont pas très fluctuantes. Par exemple, pour les grottes de la Montagne Noire, nous tournons autour de 12-13 degrés toute l'année, c'est-à-dire que l'hiver, ces grottes, on ressent que la grotte est chaude lorsqu'on y rentre dedans, et l'été, on les trouve très fraîches. Elles sont toujours à 12-13 degrés. La spéléologie française, mais aussi au niveau international, c'est un peu pareil dans chaque pays. La spéléologie, c'est une organisation. Ici, au niveau international, donc, il y a une fédération internationale de spéléologie qui fait des congrès chaque année. En France, on a une fédération française de spéléologie avec des commissions. Commission de protection des cavernes, enseignement, publication et secours. Le secours, j'ai attendu un peu pour le dire, parce que c'est vrai que les secours souterrains, c'est quelque chose de très particulier. Et les secours souterrains sont délégués par beaucoup de préfectures à la Fédération française de spéléologie, donc, qui a un secours français avec des gens qui sont parfaitement compétents et habitués à sortir des gens dans les grottes. Parfois, et notamment, j'ai largement participé dans les années 72-73, il y a eu aussi une médicalisation des secours. À l'époque, on allait chercher les gens au fond des grottes et gouffres, on les ressortait le plus vite possible
dans l'état où ils étaient, à peu près, quoi. Mais dans les années 72-73, c'est l'hôpital qui est arrivé au pied du spéléologue blessé au fond du gouffre. C'était avec le SAMU, avec le professeur Lareng. Donc ensuite, il y a des comités régionaux, des comités départementaux de spéléologie, et évidemment des associations. Alors le karst, ce mot bien barbare, hein, qui vient de la langue yougoslave, karsto, qui veut dire les endroits où c'est qu'il y a du calcaire, hein, parce que les grottes, on ne les trouve pas n'importe où. On peut quand même trouver, c'est assez paradoxal ce que je vais vous dire, mais on peut retrouver des grottes dans du granit, dans du schiste c'est beaucoup plus difficile, mais on peut en retrouver bien sûr dans du grès, et dans des rochers de sel, et bien d'autres grottes, et dans bien d'autres pierres. Bon, mais c'est essentiellement dans le calcaire qu'on trouve les plus grands phénomènes souterrains, et Dieu sait que la France, un gros pourcentage, alors je ne l'ai pas en tête là, mais je vais dire, allez, c'est 30% de la surface de la France qui est constituée de ces fameux karsts. Parfois on ne les voit pas parce qu'ils sont recouverts de végétation, mais vous les avez en couleur là, il y en a autour de Paris, dans Fontainebleau, il y en a autour du Massif central, dans les Charentes, la Dordogne, le Vaucluse, le Vercors, évidemment les Pyrénées, et donc aussi notre montagne noire. Il y a le marqué Grand Causse sur la carte, mais la montagne noire aussi est propice donc à la formation de grottes. Voilà le karst, ce que c'est. Ça, c'est une figure en 3D qui montre un massif calcaire, avec ses arènes, ses gouffres, ses pertes, ses résurgences, ses grottes horizontales, ses rivières souterraines, ses siphons, ses grands puits. Voilà, je vais passer, sinon je vous tiens jusqu'à 1h du matin, vous ne seriez pas content, mais après vous ne reviendrez plus. Voilà le karst aurésien. Ça, c'est une carte qu'on a fait faire. Le karst aurésien, quand je parle de karst aurésien, c'est le plâtre du Causse de Sorès, pour ceux qui le connaissent, avec la grotte du Calais, qui, comme je vous disais, fait environ 9 km de long. On voit très bien la carrière, pour ceux qui la connaissent, au-dessus de Sorès, la carrière de la Membre, que l'on voit figurer sur cette maquette, hein, enfin sur cette figure en 3D, et avec les résurgences et les pertes que l'on voit en haut de la... Alors attendez, je vais en profiter, c'est un truc qu'on a acheté il n'y a pas longtemps, je sais pas... Ça marche pas. Vous voyez, voilà, ici c'est les pertes, le ruisseau qui se perd. Là, il y a le réseau qui se développe en milieu souterrain, et ça ressort sous la forme de résurgence, et d'ailleurs près de la route départementale qui monte en fond, Sorès étant vers là, et là vous avez la carrière. Et là, il y a des dizaines et dizaines de grottes. Voilà, vu en gros plan, comment est un karst? On n'a pas trop l'habitude en montagne d'avoir des trucs comme ça. C'est des pierres qui sont parfaitement taraudées, il y a des crevasses, elles sont cassées. Alors on peut se demander un peu comment ça se fait. Bien, tout simplement parce que le calcaire n'est pas une roche imperméable, elle absorbe l'eau, et cette eau, en plus, au contact de la végétation, au contact de l'atmosphère, se charge en gaz carbonique juste avant de pénétrer dans ce calcaire. Et on sait très bien que l'eau plus le gaz carbonique donne de l'acide carbonique, et ça va dissoudre ces calcaires. Alors ça, c'est un phénomène chimique qui s'appelle la corrosion. Mais il y a aussi un phénomène d'érosion. Lorsqu'il pleut beaucoup, il y a des petites particules qui, comme du papier vert, qui vont entailler la roche. Donc on a toutes ces formes-là. Parfois ça peut être très, très, très profond, ces entailles-là. Mais c'est souvent bouche en bas. Mais parfois il peut y avoir un gouffre comme là, par exemple, un gouffre qui descend à 30-40 mètres et qui va descendre peut-être à 100, 200, 300, 500 mètres de profondeur, et on pourra retrouver un ruisseau souterrain avec des grandes galeries, des choses comme ça. Comme ici, par exemple. Là, on voit très bien, vous avez le spéléologue qui est là, qui donne l'échelle, vous avez vu que c'était assez haut. Donc, vous avez très bien compris que le phénomène de corrosion et d'érosion peut être très très important, surtout lorsque le calcaire est formé d'un très gros pourcentage de carbonate de calcium. Quand il y a moins de carbonate de calcium, les vides se font moins. Il faut savoir aussi que les vides, les grottes, les salles se font essentiellement à des zones de faiblesse du massif. C'est aux endroits où c'est qu'il y a ce qu'on appelle des strates, des stratifications, où lorsqu'il y a des failles, lorsque le massif à un moment donné a bougé, où ça s'est cassé, et l'eau va se pénétrer essentiellement dans ces cassures. Alors, ce qui est intéressant, bon, ça je ne vais pas y rester longtemps, parce que ça c'est bien connu, vous connaissez ça, vous avez dû visiter les grottes touristiques où on explique ces phénomènes. Donc, il est vrai que lorsque en surface, on va dire que la surface est là, l'eau plus le gaz carbonique dissout le calcaire,
cette eau qui va continuer à descendre est chargée et saturée de carbonate de calcium, mais lorsqu'elle arrive dans la galerie, ben, il y a un courant d'air qui va faire évaporer une partie de l'eau et qui va déposer le carbonate de calcium qui va se solidifier, qui va les petits cristaux de carbonate de calcium vont s'agglomérer et ça va former la stalactite. Et la stalactite tombe, mais parfois la goutte d'eau, elle aussi, n'a pas eu le temps d'être évaporée complètement. Elle tombe par terre, c'est là que l'évaporation continue. Et là, il y a aussi un concrétionnement qui se fait. C'est la stalagmite qu'on a là. Donc la stalactite tombe et la stalagmite, ben voilà. Moi, je vois que vous suivez, ça fait plaisir. Et ici, des fois, ça se rejoint et ça fait des colonnes. Alors ça, c'est le plus simple, mais il y a tout un tas de figures. Il y a des coulées, parfois, vous avez des coulées de 30 mètres de large sur 20 mètres de hauteur, où c'est fait de ce carbonate de calcium. Il y a des orgues, on appelle ça des orgues parfois, qui se forment. C'est vraiment très joli et ça fait un peu l'attrait de ces grottes touristiques faites pour les visiteurs. Voilà, ça c'est le courant d'air et l'évaporation. Les grottes, comme je vous le disais, on a parlé de la météorologie souterraine, à certaines constantes. Les constantes, c'est la température. Alors évidemment, pour la montagne noire, c'est 12-13 degrés. Vous allez dans des grottes des Alpes ou des Pyrénées, ben, si c'est un peu d'altitude, la température va descendre à 7-8 degrés. Il peut y avoir des phénomènes de courant d'air aussi qui se font à l'intérieur, qui réchauffent ou qui refroidissent, suivant qu'on est que c'est l'été, l'hiver, la grotte. Mais ce qui est parfois un peu embêtant, mais aussi qui fait peut-être l'entrée de la chose, c'est l'obscurité totale. C'est-à-dire, si vous rentrez dans une grotte, vous n'avez pas d'éclairage, on n'y voit rien du tout. On n'y voit rien du tout, c'est très très noir, donc il faut de l'éclairage, et ça c'est quand même un problème pour le spéléologue, c'est-à-dire qu'il faut qu'il ait une autonomie et un bon éclairage pour pouvoir circuler, surtout lorsque les réseaux sont très grands. Dans la grotte, l'atmosphère a un taux d'humidité qui est proche de la saturation. Je m'explique. Le proche de la saturation, c'est du 95%. C'est presque le climat tropical, mais qui est humide, oui, mais il manque la chaleur. Mais là, il fait 95%. C'est-à-dire que nous, il arrive parfois d'essayer de faire des camps sous terre, essayer de dormir sous terre. Ben, il faut vraiment avoir envie, parce que évidemment, vous êtes à peu près sec lorsque vous endormez, le matin, lorsque vous vous réveillez, vous êtes trempe. Vous saucez dans l'eau, tout simplement, parce que la chaleur du corps a capté toutes les petites gouttes d'eau, toute cette humidité qu'il y a dans l'air, et ça humidifie le corps, ça humidifie les cycles de couchage et tout ça. Et justement, c'est la condensation des parois. C'est-à-dire qu'il arrive parfois, lorsqu'il y a des très très grandes sécheresses, je pense notamment à une grotte qui est connue, c'est pour ça que je vais la citer, qui est Fontaine-Vaucluse. Elle, même s'il fait très très chaud, qui a un climat pas possible pendant des mois et des mois qui ne pleut pas, tout ça, mais il y a toujours de l'eau qui sort tout le temps. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur du massif, il y a des dizaines de millions de mètres cubes de vide, accessible à l'homme ou pas, qui permettent de capter l'air chaud qu'il y a à l'extérieur. Cet air chaud se refroidit, se condense sur les parois, ça fait des petites gouttes d'eau qui vont alimenter un ruisseau. C'est-à-dire que l'eau se génère à l'intérieur du massif. Et après, il y a les courants d'air. Alors évidemment, il faut un matériel très particulier. Vous avez vu dans quel état on sort dans certaines grottes. Alors il y a des grottes qui sont très très propres. On ne sort pas, on n'a pas les combinaisons d'argile, mais parfois, et notamment les nôtres, et celles de l'Ariège en particulier, je fais un clin d'œil aux amis qui sont dans la salle parce qu'ils connaissent, mais on sort dans des conditions absolument lamentables, le matériel est dans un état pas possible, des fois on a de la peine même à savoir où est la corde, où est le bloqueur, donc il faut être toujours très vigilant par rapport à la sécurité, et évidemment, quand on sort d'une sortie spéléo, pas la peine de mettre les combinaisons dans les machines à laver, ça bloque absolument tout, il vaut mieux dégrossir un petit peu avant, parce qu'il y a quand même pas mal d'argile sur nos vêtements. Alors actuellement, on s'éclaire avec des lampes à LED, mais à une époque, c'était les lampes acétylène, bien connues de nos grands-mères ou arrière-grands-mères maintenant. Voilà. L'acétylène, c'était pas mal, ça fait un côté chaleureux, mais le LED, c'est vrai que le LED, ça a une bonne autonomie, c'est pas très cher comme éclairage, et maintenant, tous les spéléologues ont des lampes à LED, avec certaines lampes à LED qui sont très très puissantes. Alors les conduits, comme vous l'avez compris, dans un cas, vous avez compris qu'il y a des grottes horizontales, il y a des grottes tunnels, comme le Mas d'Asile, vous pouvez prendre la voiture, vous faites la traversée du massif en voiture, en restant dans la voiture, voilà, ça c'est pas la spéléologie. Il y a des grottes aussi qui sont très horizontales, comme la grotte de Nio qui se visite, où on peut marcher, s'il n'y a aucun problème, c'est très grand, mais c'est pas toujours comme ça. Parfois il y a des grands puits, il y a des zones qui sont
très étroites, il y a des chatières, ce qu'on appelle des chatières. Chatière, c'est le petit trou où passe le chat. Ben nous, c'est pareil, des fois, le casque ne passe pas, il faut enlever le casque, on passe avec quelques difficultés, des fois, il faut décomprimer la cage thoracique pour passer. Alors ça, évidemment, ça demande une expérience, une compétence, parce qu'il peut y avoir des accidents. On ne fait pas n'importe quoi dans une grotte, et surtout, on n'y va pas sans bien connaître la grotte et sans être en équipe. On ne part jamais seul dans une grotte. Des grands puits, il y en a, qui permettent parfois de faire de très belles photos, comme celle-ci. Si à une époque, les spéléologues sont descendus avec des grandes échelles rigides en bois, puis des échelles en corde et à barreaux en bois énormes qui pesaient 40 kg pour avoir 10 mètres de profondeur. Après, il y a eu des échelles en électrons, notamment après la Deuxième Guerre mondiale, où on récupérait les câbles d'acier des planeurs, vous savez, du fameux débarquement de Normandie, par exemple, les câbles tractés pour les planeurs, les barres en duralumin, c'est un alliage qui était fait aussi pour l'aéronautique et qui permettait d'avoir des échelles très légères qui prenaient peu de volume. Mais évidemment, tout ça, dans les années 1980, faisait partir de l'ancien matériel, puisqu'à partir de 1980, tout se faisait pratiquement sur corde, un système de bloqueurs, de descendeurs, avec une sécurité, je vais dire, pratiquement maximale. Voilà, voilà une tête de puits, par exemple, un passage où les gens descendent sur les cordes, il y a un puits, il y a un petit relais, parce que lorsque parfois on a des puits très profonds, on ne peut pas faire d'un seul morceau la descente. Par sécurité, on fait des petits tronçons, et chaque fois, vous avez bien vu qu'il y a des ancrages dans la roche. Ici, vous voyez, avec des espèces de petites plaquettes, c'est des petites chevilles autoforeuses en fer, ça s'appelle des spites, on appelle ça des spites, nous, et que l'on place à l'intérieur, même parfois on a des chignoles électriques, portatifs, pour faire les trous. Et ça permet de faire des systèmes à vis qui se bloquent sur la paroi. Alors on en a plusieurs, évidemment, toujours en tête de puits, on en met au moins 2, voire 3, avec tout le système de cordes. Là, on voit encore, je crois, oui, on voit encore une vieille échelle. Vous voyez, c'est une vieille photo, ça encore. Voilà, on voit une vieille échelle. Mais ce n'est pas des barons du relevé, donc c'est vraiment vieux comme photo. Voilà. Et avec des systèmes de bloqueurs, dont le spéléo, avec des sacs un peu spécifiques à la spéléologie, qui vont lui permettre de descendre sous terre. Voilà encore une descente. Là, la descente n'est pas verticale, mais elle est à forte pente. On a besoin d'une corde, et le gars descend sur une pente, tranquillement. Et quand il va remonter, il changera de matériel, il va mettre des autobloqueurs, il va pouvoir remonter cette pente. Enfin, voici les grands puits. Alors là, c'est une photo qui a été prise par un photographe qui se trouvait en bas. Évidemment, ça, bon, vous aviez compris. Mais enfin, ça me permet de dire la suite. Attendez, j'allume. Mais c'est le même spéléologue qui descend. C'est-à-dire, quand le spéléologue descendait, il était là, il a pris une photo, puis il a gardé toujours son azimut par rapport à la photo, puis le spéléologue est descendu, il a déclenché le flash là, ça fait une seconde photo, et là une troisième photo, et peut-être une quatrième après en bas. Donc ça donne ce truc-là. On a l'impression qu'il y a trois spéléos, en vérité c'est le même, qui est pendu avec une corde et qui descend ce grand puits. Vous avez vu, c'est un puits qui fait au moins, je sais pas, moins 100 mètres. 135 mètres. 135 ? Ouais. Ok. Alors, nous allons parler maintenant de la spéléologie locale. Là, c'est un petit peu les généralités. La spéléologie locale, ça se passe dans la montagne noire, essentiellement sur le versant nord. Nous, la zone qui nous intéresse, c'est la zone qui est entre, alors, je vais dire en gros, le bassin de Saint-Ferriol, parce que le calcaire commence pratiquement au bassin de Saint-Ferriol, et va continuer jusqu'au petit village des Escoussins. Il va se prolonger après, les bandes calcaires vont se prolonger en direction de Saint-Pons, Bédarieux, tout ça au large, Brassac plutôt Brassac même. Mais ce qui nous concerne à nous, c'est entre Saint-Ferriol et les Escoussins. Là, nous avons recensé, inventorié environ près de 300 phénomènes karstiques. Je m'entends par phénomènes karstiques, je comprends les grottes et les gouffres, environ 80% de ces 300, le reste étant des pertes, des résurgences, des choses comme ça. Donc ce n'est pas rien. Alors évidemment, certaines ne font que 5-10 mètres de long, mais certaines, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, font 130 mètres de profondeur ou 9 km de long, comme à la grotte du Calais. Dont les grottes se situent ici. Vous avez Revel, vous avez Sorèze, se retrouvent entre Saint-Ferriol, se retrouvent sur les bandes calcaires qui vont monter jusqu'aux Escoussins. Il y a plusieurs bandes calcaires, il y en a 1, 2, 3, 4 et 5, 6 du côté d'Arfon. Voilà un paysage de la plaine de Revel. Sorèze est ici, ça c'est le pic de Bernicaud. Nous avons des grandes vallées,
très étroites, qui se sont très rapidement creusées. Les géologues, j'étais un peu étonné sur la carte géologique, mais ils disent que ces vallées ne datent que de quelques millions d'années. C'est vraiment rien du tout à l'échelle géologique. Donc c'est intéressant de le savoir parce que souvent les réseaux souterrains qui sont dans la montagne se creusent en fonction du creusement des vallées. Plus les vallées se creusent profondément, plus le réseau souterrain a tendance à suivre, à descendre. C'est ce qu'on appelle le gradient hydrodynamique. Et on a ainsi des réseaux qui peuvent être très, très profonds dans la mesure où il y a des vallées profondes. Donc les bandes calcaires, la première passe à peu près à ce niveau, la seconde passe au niveau de Bernicourt avec le plateau du Causse par indication des Escoussaises, et les autres sont derrière, là où c'est qu'il y a des carrières. Toutes les carrières que vous avez dans la montagne noire, là où il y a des carrières, il y a du calcaire. Sauf celles qui se trouvent dans les schistes, où on a sorti du plomb, de l'argent, du côté de la côte. Ah, le cadre géologique. Alors là, j'aurais dû vous distribuer des tubes d'aspirine, parce que bon, ça c'est un peu particulier. On ne peut pas aborder manifestement l'étude des grottes sans comprendre la géologie. Comment ces grottes, comment ce calcaire est venu, comment ça se fait, ainsi de suite. Et nous, on a une chance extraordinaire au niveau de la montagne noire, c'est qu'on a une très très grande, enfin, je ne sais pas si c'est une chance, les géologues vous diront peut-être pas, mais c'est une très très grande complexité de formation géologique. C'est un terrain école pour les géologues. Terrain école parce que tous ils ne comprennent pas à 100% ce qui s'est passé. Il y a plusieurs théories, plusieurs hypothèses, il y a 2-3 géologues qui donnent des formations différentes. Tout ce qu'on sait, c'est que le calcaire s'est formé il y a très très longtemps, il y a plus de 500 millions d'années. 500 millions d'années, ça c'est beaucoup. Donc là je reviens un petit peu sur on a une carte géologique de la France, c'est suivant les couleurs. Hein. Les couleurs, le bleu souvent c'est du calcaire, le jaune c'est le terrain sédimentaire. Alors il faut revenir donc pratiquement, je ne vais pas dire 1 million d'années en arrière, mais environ 500-600 millions d'années, à l'époque où les continents n'étaient pas encore dissociés. Vous avez tous entendu parler de la tectonique des plaques, l'hypothèse de Wegener, la théorie de Wegener, comme quoi la Terre est comme un radeau sur le magma, est en train, et bouge sans arrêt, bouge sans arrêt. Il y a 700 millions d'années environ, tous les continents étaient pratiquement tous soudés les uns aux autres, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Eurasie. Ça c'est vraiment très synthétique, hein. On n'est pas sûr à 100% que c'était comme ça, mais les géologues le présentent comme ça, l'Inde, l'Antarctique, l'Australie. Et notre montagne noire était dans une espèce au fin fond d'une mer, d'une grande mer, qui s'appelait la mer de Tétis, se trouvait au fond sur un des rivages de ce continent qu'on appelait à l'époque le Gondwana, sur le rivage nord, dans une eau peu profonde, assez où il y avait peu de vagues, assez calme, d'après les géologues, d'après la granulométrie du calcaire, ils ont déduit ça. Et c'est là que se sont formés les calcaires. Donc il y a très très longtemps, il y a 600 millions d'années. Puis évidemment, tout ça, ça a bougé. Alors, est-ce que ça va bouger? Voilà, ça bouge. Donc après, il y a dissociation, il y a des phénomènes tectoniques, ce qu'on appelle des phénomènes d'orogènes, c'est-à-dire que à l'endroit où c'est qu'il y a des continents qui vont se rencontrer, il y a des phénomènes de subduction, où un continent passe sous un autre, l'autre passe par-dessus, ça fait des montagnes, ça fait aussi parfois les continents se séparent et ça fait de grands océans, par exemple comme l'océan Atlantique. Et nous, à un moment donné, beaucoup plus tard, nous étions donc toujours sur la lisière nord, environ à cet endroit-là, et nous étions encore dans la mer, mais après, petit à petit, ça va être une véritable petite île qui va se retrouver au sein de cette grande mer de Tétis, une petite île entourée d'eau, évidemment, voilà. Et tout ça, ça va... Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, parce que même moi, je ne connais pas tous les détails de ces phénomènes. Les géologues ne sont pas aussi d'accord, mais petit à petit, on a le massif central, le massif armoricain, notre plaque euro-asiatique qui va sortir, qui va se différencier de la plaque ibéro-africaine, Espagne et Afrique. Et ces plaques vont se dissocier, puis après se remettre en contact, ce qui formera les Pyrénées. Alors, ici, je vous ai mis quelques dessins que j'ai piqués à des collègues du Muséum d'histoire naturelle de Toulouse, qui étudient actuellement une carrière qui se trouve à Saint-Papoul, où on retrouve la faune d'il y a 60 millions d'années. C'est-à-dire, quelque part, ici, il y a 60 millions d'années, nous avions la montagne noire qui était là, et ici, il y avait énormément d'eau avec des animaux très particuliers. Il y avait
des gros cochons, on va dire, des gros porcs. Il y avait des espèces de grosses hyènes, des animaux aussi comme des gros caïmans, des gros alligators. Et on retrouve d'ailleurs des fossiles dans les calcaires, notamment dans les calcaires tertiaires de Saint-Félix, Pile-Laurent et ainsi de suite. On retrouve par exemple des carapaces, des morceaux de plaques d'alligators, de caïmans, et ici aussi des plaques de grandes tortues, de tortues géantes. Alors, je vous parle de ça parce que ça a un rapport pas très étroit avec la spéléologie, mais c'est pour vous montrer que notre région, elle n'a pas toujours été comme on la présente, comme elle est actuellement, telle qu'on la voit. Par exemple, à un moment donné, il y a environ 45 à 50 millions d'années, Revel était là, donc Castres était ici, c'était un immense delta. Au milieu, on était d'un immense delta, genre la Camargue, si vous voulez, avec des bras de ruisseaux qui passaient entre des petits îlots, peuplés évidemment d'une faune et d'une flore très particulière, en milieu tropical, puisqu'on a retrouvé par exemple des grandes feuilles de palmier à Saint-Félix, et les fameux crocodiles, les tortues géantes. Ça veut dire qu'il faisait très chaud à cette époque-là. Et les courants d'eau partaient en direction de Castelnaudary et d'Issel et arrivaient à la mer, c'est-à-dire qu'à la mer, il n'y avait pas encore les Pyrénées. Et les Pyrénées étaient en train de se former, il y a 45 à 50 millions d'années, tout simplement sous la poussée de la plaque espagnole et africaine, ibéro-africaine, contre la plaque euro-asiatique, on a les Pyrénées qui se sont mis en place ici, et la mer donc a disparu. Par contre, la mer a laissé place à d'autres calcaires, qui sont des calcaires du secondaire, même du tertiaire. Quand je dis secondaire, tertiaire, bon, c'est vrai que peut-être certains savent ce que c'est des périodes géologiques, le primaire étant la plus ancienne, le quaternaire étant la plus récente. Donc ici, je vous ai mis un petit peu comment ça se passe, c'est la plaque eurasiatique, la plaque ibéro-africaine, l'Afrique, elle n'est pas marquée, mais elle est juste dessous, évidemment. Donc cette Espagne, à un moment donné, s'est séparée, puis est revenue comme ça, et puis elle est revenue vers le nord, a formé les Pyrénées, mais lorsque les Pyrénées se sont montées, a fait cette chaîne de montagnes, les Alpes aussi, les Alpes, mais c'est un peu plus loin, mais ça fait remonter tous les anciens calcaires, toutes les roches du Massif central, du Massif armoricain, toutes les roches du centre de la France. Et notre montagne noire, qui, avec ses roches les plus anciennes du globe terrestre, comme je vous disais, 600 millions d'années, c'est une montagne jeune, puisqu'elle date de 40-50 millions d'années. C'est-à-dire tout ça, ça a été soulevé il n'y a pas très longtemps lors de la montée des Pyrénées. Alors les géologues disent qu'il y a très 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 longtemps, ces roches du Massif central et du Massif armoricain, mais il y a 200-300 millions d'années, à l'époque où se sont formés les gisements de charbon, il y a 200-300 millions d'années, ça faisait une espèce de chaîne de montagne qui pouvait être bien plus haute que l'Himalaya. Ça pouvait faire 8-9 000 mètres d'altitude. Et tout ça, évidemment, ça s'est érodé. Je ne sais pas si vous suivez, je passe un peu d'une part à l'autre, c'est un peu compliqué. J'essaie de faire simple, mais je ne peux pas faire plus simple que ça, excusez-moi, en employant des mots parfois qu'on ne comprend pas bien. Donc ici, on a une photo aérienne de la région. Alors ici, vous avez les Pyrénées, la chaîne des Pyrénées qui part donc de la Méditerranée à l'Atlantique. Ici, il y a l'espèce c'est le couloir de l'Aude, si vous voulez, avec Toulouse qui est par là. Revel est ici, Revel-Saint-Ferriol. Notre montagne noire, qui fait partie du Massif central avec les Cévennes, le Massif central monte beaucoup plus haut. Donc quand les Pyrénées sont montées, tout ça, ça a été basculé, c'est remonté fortement, et ça fait des cassures, des failles, comme la faille du Toré qui est ici, la faille de Mazamet, la faille de Bédarieux, mais aussi tout un tas de failles secondaires qui se trouvent à l'intérieur du massif, et qui se trouvent notamment dans les monts du Saurisois, et qui vont conditionner la genèse et la fabrication de ces grottes souterraines. Voilà. Les Pyrénées. Ah, je ne me rappelle plus. J'ai fait ça. Voilà, les Pyrénées. Ah, c'est bien, hein. C'est animé, hein. Ah, vous avez même la chaîne pyrénéenne. Et évidemment, les petites flèches qui vont arriver, qui montrent cette poussée énorme des Pyrénées vers le nord, avec, au nord, au-dessus du Massif central, tout un massif qui bloque un petit peu ça, ce qui fait que cette zone-là, c'est bloqué, tous ces massifs sont bloqués au nord, et tout ça, ça va être rehaussé un petit peu du sud vers le nord. Donc ça va casser de partout, et on va avoir plein de failles.
Voilà, la faille de Mazamet, la faille de Bédarieux, qui continue, c'est la grande faille. Ah, j'ai oublié de vous expliquer. Je reviens un peu en arrière. Voilà. Ça, j'ai oublié parce que ça marque un petit peu avec, parce que je vous ai expliqué les cartes qui sont à gauche. Mais il faut savoir, lorsque vous allez sur Internet, vous allez à événements sismiques, au BRGM, Bureau de recherche géologique et minière, et vous allez voir qu'il y a des informations intéressantes sur la région. Évidemment, on ne le ressent pas, ou on l'a ressenti. Moi, je me rappelle, j'étais vraiment jeune, mais en 1956, ça avait un peu bougé dans le coin. C'est vrai qu'il y a des événements sismiques. Alors, la plupart, on ne les ressent pas, ou très très peu. Mais regardez, sur la banque de données, vous voyez, chaque rond, mince, c'est pas celui-là, vous voyez, chaque rond correspond à un épicentre. Ça bougeait. Vous avez donc Revel, Castres, Castelnaudary, c'est le fameux faille de Bédarieux, le sillon du Toré qui se continue par la faille de Bédarieux aussi qui vient vers là. Et là, il y a eu plein d'événements sismiques qui ont encore lieu, donc qui montrent que cette montagne bouge un petit peu. Peut-être elle monte. Il y en a des géologues qui disent qu'elle n'est plus en compression, qu'elle serait au contraire en dilatation, c'est-à-dire qu'elle serait en détente, qu'elle aurait tendance à redescendre. Bon, alors, qui croire, c'est pas moi mon niveau de compétence, que je dirais que c'est un tel ou un tel qui a raison. Ça, on l'a déjà vu, on y va, boum. Bon, alors je passe, mais c'est pour vous montrer que la géologie, c'est très compliqué. Les grottes se trouvent dans ces trucs-là. C'est pour ça que vous avez des grottes avec des formes pas possibles. Parce que c'est cassé de partout, il y a des couches, tout ça, ça a bougé. Lorsque les Pyrénées sont montées, eh bien, tout ça, ça a été bousculé et ça fait des plis absolument dingues. C'est plus que des plis, c'est même des écailles. C'est-à-dire que la roche casse et se chevauche une sur l'autre. C'est pour ça que pour la montagne noire, nous avons 4 bandes de calcaire qui sont excessivement parallèles. C'est le même calcaire, mais ils se trouvent à 500 mètres de distance l'un de l'autre. En vérité, donc, c'est des écailles qui se sont chevauchées les unes sur les autres. Et c'est vrai que les géologues, ils font un peu comme moi, ils prennent des cheveux blancs parce qu'ils ne comprennent pas tout. Enfin, on a quand même des données assez intéressantes. Voilà une coupe schématique de la montagne noire. Donc vous auriez dans la plaine ici Revel, Sorèze, et puis là vous auriez ici Bernicourt, et là vous aurez le Grand Dôme avec la Combe au-dessus d'Arfon et tout ça. Alors une carte géologique, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça. C'est une véritable peinture, c'est plein de petites couleurs. Pour qui sait la lire, pour celui qui sait la lire, ben, chaque couleur correspond à une roche. On a même des petites flèches qui permettent de voir les inclinaisons, les pentes des roches et tout. Et ça, c'est intéressant pour la spéléologie, pour mieux comprendre pourquoi les grottes se forment de telle et telle façon, pourquoi parfois on a des séquentes à l'intérieur des galeries, que les galeries ne sont pas toujours le prolongement les unes par les autres. Et pour nous, en tout cas pour les grottes de la montagne noire, ça épouse tout à fait ce qu'on connaît de la géologie externe de la montagne. Voilà, ça c'est cadastre. C'est pas la région, mais j'ai mis ça parce que j'avais pas fait ça pour la région. On a fait ça pour l'Ariège parce que le groupe de Spéléo va aussi dans l'Ariège. On est allé dans le Lot à l'époque, on va faire l'exploration. Et là, ça permet donc, les cartes permettent donc de replacer, vous voyez les grottes, suivant la lithologie, suivant les calcaires qu'il y a, qui sont de différentes couleurs. On a même l'épaisseur. On sait que ça date de telle époque, et ainsi de suite. Et on peut expliquer même parfois l'hydrologie au cours des âges. Alors là, je ne me rappelle plus ce que je voulais montrer. Voyons. Ah, ben oui, ça y est, je sais. J'en ai en arrière. Donc là, vous retrouvez bien la carte. Vous savez maintenant les lire. Vous avez vu un peu ce que j'avais présenté les cartes précédentes. C'est un peu ça, dans des couleurs différentes. Donc là, je vais vous expliquer un petit peu les fameuses failles. Ce que je vous expliquais, quand les montées des Pyrénées s'est faite, ça cassait de partout. Donc ça cassait de partout, avec des failles qui se sont retrouvées dans les bandes calcaires, qui se trouvent là, grosso modo, hein, il y en a d'autres. Les failles se trouvent là. Et voici les grandes failles la grande faille de Mazamet, qui est vraiment sur le front nord de la montagne noire, qui dépasse le Toré et qui va vers les monts de Brassac, les monts de l'Espinouse, par là. Et ensuite, il y a le sillon du Toré, qui est aussi une grande faille. Mais cette faille, ce n'est pas la seule et unique. Il y a évidemment, quand il y a une faille énorme comme ça, parce que c'est un truc énorme, et c'est là souvent qu'on retrouve les poèmes sismiques du BRGM que vous avez vu tout à l'heure,
Quand vous avez une faille comme ça, il y en a plein, il y en a des dizaines qui sont parallèles, qui sont juste à côté, et ça on l'a bien vu, notamment sur le plateau du Causse. Bon, les flèches montrent un petit peu les contraintes qu'il y a eu autour de ce massif. Voilà une photo aérienne du versant nord de la montagne Noire, les monts du Saurézois, où l'on voit les carrières. Qui dit carrière, comme je vous le disais, dit calcaire. Voilà, je place. Et là, on remet les vallées. Alors, vous avez vu qu'il y a, pour ceux qui connaissent bien la montagne, il y a plein de petites vallées. Il y a la vallée de Durfort, la vallée de Sorèze, la vallée de Saint-Amancé, du Baïglou, de Dourne, etc., etc. Il y a plein de vallées. Mais ces vallées ne sont pas partout. C'est que ces vallées se retrouvent sur des failles, la plupart. Parce que d'un côté de la vallée, par exemple, si on prend celle de Sorèze, avec la carrière, d'un côté de la vallée, vous avez le calcaire qui se situe, l'extrémité se trouve là, et de l'autre côté, parfois, elle est un peu... elle n'est pas tout à fait en face, vous voyez, ça bouge un petit peu. Ça veut dire que ça a bougé un petit peu, et bien, on comprend très bien que la montée des Pyrénées a dû couper le massif, a dû le cisailler dans tous les sens. Et ça, c'est très bon pour la spéléologie, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, les eaux creusent essentiellement dans des solutions de discontinuité de calcaire. Voilà alors les massifs, il y a plusieurs petits massifs, le massif du Causse de Sorèze, le massif du Saint-Amancé, là on a du côté de Saint-Ferriol, il y en a du côté des Escoussins, par derrière, que j'en ai oublié, il y en a une ici aussi, de Dourgne. Donc tout ça, c'est des petits massifs qui vont s'individualiser les uns par rapport aux autres et qui vont les grottes vont se creuser en fonction des vallées qui sont à côté. Donc. Voilà, vous avez le nom, le Lodot, le Sor, l'Orival, le Madj, Baïlou, Taourou, etc. Alors il y en a d'autres, ça c'est d'autres bandes de calcaire. Comme je vous disais, voilà, il y a 200 phénomènes cadastriques. Alors j'avais dit 300, il y en a 300. Hein. Je l'ai mis 200, là, mais il y en a au moins 300. Alors, nom un peu pompé, modélisation stéréotypée d'un massif karstique, c'est comme ça qu'on l'appelle. Mais grosso modo, tous les massifs sont formés pratiquement pareil, c'est-à-dire il y a des terrains imperméables comme le schiste par exemple, parfois de l'argile ou le granit, où l'eau s'écoule en surface, a de la peine à rentrer à l'intérieur. Sitôt qu'elle arrive dans les calcaires, hop, ça se perd, ça rentre sous la forme des fois dans des avets, dans des grottes, ça pénètre à l'intérieur du massif, ça arrive à traverser à travers toutes ces failles et toutes ces micro-failles que je vous expliquais, et ça ressort dans la vallée par des sources. Et souvent, cette eau n'est jamais est impropre à la consommation. Tout simplement parce qu'en surface, bien souvent, il peut y avoir de l'agriculture, de l'élevage, et ce sont souvent des zones qui sont polluées, et l'eau est polluée. C'est toujours dangereux de boire de l'eau de sources qui sortent de terrains karstiques, même si l'eau est bien jolie, bien translucide, bien fraîche. Ici, nous avons une photo à gauche, une photo aérienne du plateau du Causse. La carrière se trouve par là, Sorèze se trouve vers là, Saint-Amancé était en haut. Et là, on voit très bien ces fameuses failles en surface qui sont là, et qui sont parallèles. Il y en a 7 ou 8, enfin il y en a 2 ou 3 de vraiment très très importantes, mais il y en a au moins 7 ou 8, y compris dans l'autre bande de calcaire, qui sont vraiment parallèles à la faille de Mazamet qui se trouve à côté. Tout ça s'est cassé. Et en plus, comme je vous disais, il y a des failles transverses qui sont dans ce sens et qui vont déterminer l'orientation des galeries dans la grotte du Calais. À droite, on voit ces dépressions qui sont alignées ici, on les revoit un peu mieux, la spéléopétisson, alors évidemment, ce n'est pas tellement profond, mais elles sont vraiment rectilignes, en droite ligne, qu'on les retrouve. Voilà. Et l'intérêt des infractuosité de ces phénomènes de surface, c'est qu'au Moyen-Âge, au XIe siècle notamment, entre 1050 et 1150, les mineurs sont allés creuser ce qu'on appelle des dolines, tout simplement parce que dessus, ils ont trouvé du fer, des nodules de fer, beaucoup. Et Dieu sait que dans les années 1050, le fer, c'était comme le pétrole maintenant, c'était quelque chose de très important, tout simplement parce que c'était la grande guerre méridionale, après il y a eu la guerre des Cathares par la suite, dont on avait besoin de fer pour les armes, mais aussi c'est un petit peu le renouveau de l'agriculture, donc les outils qui étaient en bois vont être en fer. Alors le karst, je montre une modélisation de la montagne Noire, en vous montrant, on va supposer ici qu'il y a la vallée du Sor, et ici la vallée de Saint-Amancé. Eh bien, vous avez des réseaux qui portent, des réseaux hydrologiques et souterrains qui partent en direction
du Sort, allez, on va dire le Sort, et de l'autre côté en direction de la vallée de l'Orival, je me trompe, c'est Sorèze et Durfort. Et c'est souvent individualisé entre les deux, il n'y a pas de connexion entre les deux réseaux, mais il y a un réseau qui se fait en direction d'une vallée et l'autre réseau différencié en direction de l'autre vallée. Et ça, on l'a pratiquement pour tous les compartiments de la montagne noire. Ici, vous avez une coupe, la grotte du Calel, avec le plateau, le belvédère qui est au-dessus de la carrière, Sorèze derrière, là on voit les coteaux de Saint-Félix, si vous voulez, et on voit très bien la grotte du Calel, comment elle est formée. Donc il y a des pertes à ce niveau-là qui alimentent un ruisseau souterrain qui soit à 130 mètres de profondeur, qui résurge au niveau de la carrière, au niveau de la résurgence de la carrière, avec évidemment des galeries fossiles qui se trouvent dans le massif. Et bien, vue aérienne, de nouveau pour bien situer ce grand réseau de 9 km qui se trouve sur ce plateau du Causse. C'est la photo que je vous ai montrée avec toutes les petites dolines qui sont en surface. C'est le plateau du Causse, le site minier. De l'autre côté, il y a l'oppidum de Vernico, où il y a des grottes, plein de petites grottes, mais ce sont des grottes préhistoriques et proto-historiques, je vous expliquerai tout à l'heure, avec Sorèze qui est là. Et la grande vallée, très encaissée, donc qui s'est formée en quelques millions d'années. Et cette vallée, en se creusant de plus en plus, attire l'eau de chaque côté. Et cette eau creuse beaucoup plus vite parce qu'elle est attirée par cette vallée et fait des vides souterrains dans le massif. Voilà un plan général de cette fameuse grotte qui fait environ 9 km de long. Par 9 km de long, il ne faut pas que vous compreniez 9 km en ligne droite. En vérité, entre ici et ici, il y a peut-être 1 km, 900 mètres. Mais c'est tous les petits réseaux mis bout à bout, toutes les longueurs des galeries mises bout à bout, qu'on arrive à une longueur de 9 km. Sans compter qu'il y a des réseaux supérieurs, des réseaux inférieurs, et ainsi de suite. Alors parfois, on peut découvrir encore des cavités. Il y a quelques années, elle est en rouge, c'est la grotte à veine du métro, une grotte qui a été connue depuis pas mal de temps, mais qui a été découverte. On a redécouvert un réseau, et là, je le signale parce que c'était très intéressant comme découverte, qui a été faite par notre ami Frédéric Vert, qui est le président de la Société de recherche spéléo-archéologique du Sous-Réseau et du Revellois. Et là, il y a beaucoup d'indices archéologiques qui ont été découverts et qui ont permis de mieux comprendre un petit peu l'activité minière sur ce plateau du Causse. Alors on voit bien les terrains imperméables, comme je vous disais, c'est des schistes, et chaque fois, paf, ça se perd dans une grotte. Alors là, en vérité, il y a plusieurs pertes, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, et c'est souvent des paléopertes, des portes anciennes qui ne fonctionnent plus, mais qui ont formé des réseaux. Chaque fois, c'est un réseau différent, et tout ça, ça se réunit pour ressortir par une grotte qui s'appelle la Fanay, qui se retrouve près de la carrière. La carrière, la voici. Alors, le cadre historique de nos associations. Les associations proprement dites de spéléologie datent de 1922, fortement dynamisées par l'école royale militaire de Sorèze. École royale. Et le flash, qu'est-ce que c'est? Bon. Donc, dès 1922, des groupes constitués vont explorer les grottes dans un but d'exploration. Hein. Nous, on est vraiment dans la spéléologie, la science et l'étude de l'exploration. Et il va y avoir diverses péripéties au cours de ces associations. Il y a plusieurs associations qui vont succéder. Groupe spéléologique de Lourgne, Société de recherche spéléo-archéo, Entente spéléologique de Sorèze. Voilà. Actuellement, il n'y a plus qu'une association. Tout ça s'est regroupé en une association. Donc, qui elle a été fondée en 1949 et qui existe encore de nos jours et qui, ma foi, a une très forte activité. On voit quelques photos. Alors, heureusement qu'il n'y a pas le gros plan, parce que là, vous avez un Revellois, je ne donnerai pas son nom, dans les années 52-53, qui est, excusez le terme, entre guillemets, je vais le mettre, qui est à poil, qui est tout nu, qui va passer un siphon. C'est l'exploration d'un siphon derrière la galerie Pouget. Et on voit très bien les équipements de l'époque, où ils ont des espèces de combinaisons en toile qui étaient vraiment pas du tout commodes, avec les casques récupérés, les fameux casques Adrien de la guerre de 14-18, ou plus tard de la guerre de 39-45. Et y compris les bénédictins de l'abbaye qui osaient descendre en soutane au fond de la grotte. On voit ici un père d'un calcate qui est descendu au fond de la grotte du Calais. Alors je vais les montrer, je vais faire montrer très vite parce que ça je l'ai déjà dit. Nos grottes sont
il y a des toutes petites grottes, mais elles sont inventoriées. Même une grotte de 5 mètres de long, ça vaut le coup. Puis parfois, sur des grottes de 5 ou 10 mètres de long, on peut avoir des sépultures anciennes, on peut avoir de l'archéologie, des choses très intéressantes. Donc, on ne laisse rien au hasard, autant que possible. Et donc, vous avez les chiffres un petit peu, mais je vous en ai parlé tout à l'heure, donc je ne vais pas y rester plus longtemps. Voilà la profondeur des grottes, ici 132 mètres, 9 km 500, le plus grand puits 47 mètres, et la plus grande salle fait 60 mètres, 40 mètres, 15 mètres. Ici, c'est la rivière souterraine du Calais. Vous avez vu quand même, c'est une belle galerie, où l'on voit d'ailleurs les périodes de creusement. Chaque fois que la vallée au-dessus de Sorèze s'est creusée, sur les quelques millions d'années, chaque fois que cette vallée se creuse, mais chaque fois, le réseau se creuse aussi, et ça fait des espèces de, regardez, de petits niveaux. À une époque, le ruisseau était à ce niveau-là, donc tout ça, ça n'existait pas. Après, ça a été là, puis là, puis là, et là, actuellement, on est ici. Alors, des fois, lorsque le ruisseau coule beaucoup, qu'il y a beaucoup d'eau, dans des périodes de forte pluvosité ou des périodes interglaciaires vraiment importantes, ça prend toute la largeur de la galerie, ça fait des galeries très très larges. Actuellement, c'est beaucoup plus étroit, ce qui veut dire qu'il y a moins d'eau que ce qu'il y a pu y avoir. Peut-être que là, on est à la glaciation de Wurm ou Mindel, je ne sais pas. Ça, c'est difficile à dater. Des grands porches, parfois. Des belles grottes. Bon, c'est pas Bédéiac, c'est pas Nio, mais enfin, on a des grottes avec des porches superbes. Et lorsqu'on voit ce genre de porches, de grottes, on est pratiquement sûr qu'il y a eu un habitat préhistorique à l'entrée. Donc, quand on dit habitat préhistorique, il ne faut pas voir les gars qui vont vivre pendant 10 ans dans la grotte. Vous le savez, c'était une nomade, des bougées, c'est des haltes de chasseurs, ils pouvaient rester que quelques mois, voire quelques semaines. Ils suivaient les troupeaux de rennes, bisons, chevaux, et sitôt que les animaux se déplaçaient, eux, ils se déplaçaient. Seulement, ils savaient où aller, parce que la plupart du temps, ils avaient des campements un petit peu, on connaît mieux, c'est comme les Indiens d'Amérique du Nord, vraiment, au XIXe siècle, c'est tout à fait ça, quoi. C'est les tentes de ce style, ils pouvaient aller dans la plaine, et la plupart du temps, ils vivaient dans des campements. Mais lorsqu'ils connaissaient les grottes, ils y allaient, parce que tout simplement, la grotte, c'était une hutte toute faite, ils n'avaient pas besoin de s'embêter. En plus, ils pouvaient garder un peu plus de chaleur. Dans une grotte, dans ces périodes froides, donc glaciaires, on pouvait se protéger un petit peu du froid. Et d'une année à l'autre, parce que les bisons, ils bougent, chaque année ils reviennent un petit peu au même endroit, mais il est presque sûr que chaque année ils revenaient à la même grotte, ils savaient où elles étaient, et voilà. Bon, alors, en plus, ils n'avaient pas de problème de se retrouver à 200 personnes dans la grotte, quoi, parce qu'à l'époque, la population de la France, si elle faisait 200 000 habitants, c'était énorme. C'est-à-dire vous aviez un groupe de 30 à 40 personnes qui étaient ici, un groupe de 30 à 40 personnes qui étaient à Carcassonne, et ainsi de suite. Donc il n'y avait pas de guerre à cette époque-là. Ils n'avaient pas de notion de propriété. Bon voilà, même quand ils rencontraient notre groupe, c'était excellent pour éviter la consanguinité, on s'échangeait des femmes, c'était impeccable. Les hommes, excusez-moi, mesdames, bon, chaque fois. Voilà, donc ils s'échangeaient, il y avait des échanges culturels, et tout ça, c'était bien. Quoi. Ah, c'était le bon temps, qu'est-ce qu'on riait à cette époque-là. Donc, voilà, après, vous avez les grandes salles, c'est les salles du coin, vous avez les spéléologues qui sont là et qui donnent des chaînes un petit peu. On voit très bien que c'est assez informe. On se demande un petit peu qu'est-ce que c'est que ça, c'est cassé de partout. Donc, je vais essayer de vous expliquer ça. Donc voilà, les spéléologues. On voit très bien qu'ici, il y a une espèce de forme un petit peu en arc de voûte. Tout simplement parce qu'au début, il y a le vide qui s'est fait à un endroit, on ne sait pas exactement à quel endroit, peut-être à cet endroit, puis ça s'est agrandi, il y a eu des effondrements, et ça s'est mis en équilibre. L'équilibre, c'est l'arc de voûte, et la plupart des salles ou des galeries qui ont ces formes en arc de cintre, en arc de voûte un petit peu, ont retrouvé un profil d'équilibre, c'est-à-dire qu'après, il y a moins d'effondrements. Alors, voilà, pour vous expliquer un petit peu l'effondrement, on voit bien ici qu'il y a des blocs qui ont bougé, ou qui sont prêts à descendre. Et on en voit même qui sont déjà tombés. Et on peut même supposer que là-dessous, il y a peut-être 8 à 10 mètres de rochers, 4 ou 5 mètres de rochers. Tout ce vide-là, ce sont des rochers que l'on retrouve par terre. Les rivières souterraines, parfois c'est très très beau, et en plus il y a le bruit. On évite de la boire, mais lorsqu'on connaît un petit peu le karst, s'il nous arrive de boire de l'eau de grotte, mais ce n'est pas du tout conseillé. Il faut savoir que malgré une hygrométrie très très forte à 95%,
le spéléologue se déshydrate, autant qu'à l'extérieur. Il faut boire. Et le problème, c'est qu'on n'a pas la sensation de soif dans une grotte. Donc il faut s'obliger à boire avant d'avoir soif, si on veut être en bonne condition physique. Là, je reviens un petit peu là aussi. Vous voyez, il y a un spéléo qui est tout à fait en haut. Là, il est à un niveau. Vous voyez, on voit très bien la galerie. On voit très bien que l'eau, à une époque, a coulé à cet endroit-là. Il n'est pas rare, parfois, de trouver de l'alluvionnement de schiste, par exemple, à ce niveau-là. Parce que le ruisseau coulait à ce niveau-là, c'est-à-dire que ça, c'était pas encore creusé. Puis après, il y a une période de surcreusement qui se fait, et ça continue à descendre vers le bas. Voilà encore la rivière qui vient de couloir la Cordaire, la grotte du Calais, à 130 mètres, 115 mètres pardon, de profondeur. Et au fond de la grotte du Calais, donc sur le Sorèze, il y a un lac. Alors le lac, c'est pas Saint-Fé, hein, c'est un lac qui fait, allez, je vais dire 6-7 mètres de large, sur environ 35-40 mètres de longueur, pour une profondeur d'eau de 15 mètres environ. En vérité, c'est une galerie noyée. Et on a pu savoir comment cette galerie s'était noyée, parce que c'est un phénomène anthropique, c'est-à-dire c'est l'homme qui a provoqué cet ennoiement de la galerie, tout simplement parce que les plongeurs qui ont plongé au fond du lac ont retrouvé des traces d'extraction de fer des mineurs du Moyen-Âge. Donc il semble qu'ils aient creusé, à un moment donné, leur halde, c'est-à-dire les stériles, ont dû tomber, ont dû boucher le fond, et l'eau est remontée. Et depuis, on a un lac à cet endroit-là. Voilà les siphons, les plongeurs. Alors ça, Jean-Charles en a fait pas mal, maintenant il s'est arrêté d'en faire un petit peu. Là, alors il faut être vraiment psychologiquement, cérébralement, il faut être bien verrouillé à bout, comme on dit, au niveau des neurones. Et puis bien connaître son matériel et connaître ses limites. Parce que là, s'il y a un problème, on ne peut pas remonter à l'air libre. Hein. Parce que souvent, les gars, ils partent à 200 mètres dans un siphon. Alors souvent, c'est plusieurs bouteilles, il y a des relais, ils partent en équipe. Bon, il arrive qu'il y ait des pépins parfois, mais maintenant, quand même, la plupart savent très bien comment il faut faire. Donc la topographie souterraine, ça, c'est pratiquement obligatoire. Parce quand on fait une grotte, il faut faire une topographie. La topographie, c'est le meilleur récit d'exploration qu'on puisse faire, plutôt que de faire sur papier, ouais, il y a une salle avec une galerie de 30 mètres, il y a ça, après il y a une salle, c'est très compliqué à lire, donc on fait un plan. Avec le plan, c'est le moyen de discussion, de communication entre spéléologues, et aussi c'est un moyen d'expliquer la genèse de la grotte, et là où c'est qu'on pourra avoir des prolongations, parce que pour s'amuser, les spéléologues aiment bien essayer d'explorer, d'essayer de trouver d'autres galeries qui sont insoupçonnées. Comme on dit entre nous, spéléologues, où la main de l'homme n'a jamais mis le pied, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. On dit ça, on va aller là où la main de l'homme n'a jamais mis le pied. Et ça nous arrive parfois, avec quelques coups de pelle américaine, ou en creusant un petit peu avec des outils électriques, de faire des tranchées, de faire des tunnels, pour pénétrer, traverser la roche, parce qu'on est sûr que derrière il y a un gros réseau. Ça ne marche pas tous les coups, ça marche pas tous les coups, mais quand ça marche, alors là, champagne s'il vous plaît, là on fait péter les bouchons. Et ça nous est arrivé dans l'Ariège, et ici aussi sur le Calais, on a trouvé des réseaux de plusieurs centaines de mètres, et même parfois de plusieurs kilomètres. Voilà une topographie d'une petite grotte qui se trouve à Dougne, comment c'est un plan, une coupe. Voilà, cette grotte, l'intérêt aussi, c'est que c'est un habitat certainement néolithique, où on a trouvé d'ailleurs, où a été trouvé à une époque une formidable hache polie en jadéite, qui était une hache d'apparat, ce qu'on appelle en archéologie un objet socialement valorisé, qui appartenait à un grand chef de peuple, je vais dire peuple pour ne pas dire tribu, et qui l'avait caché dans cette grotte, parce que ça se faisait à l'époque, on a trouvé dans pas mal de grottes et des objets fantastiques qui étaient cachés dans les grottes. Mais cette grotte a servi aussi de repère de faux monnayeurs. On a retrouvé 2 poinçons à battre la fausse monnaie. Et a servi pendant la guerre à tuer les animaux en cachette. Voilà de nouveau notre grotte du Calais. Parfois on se sert d'outillage sophistiqué. À l'époque, on n'avait pas ça il y a 30 ou 40 ans. Maintenant, on a des systèmes de radio. À l'époque, lorsqu'on voulait, on était obligé de faire une unité téléphonique, mettre un fil, ainsi de suite, pour pouvoir communiquer, parce que parfois c'est important de communiquer avec la surface.
ne serait-ce pour les conditions météo, lorsqu'on explore un ruisseau, lorsqu'il y a un gros orage à l'extérieur, ou pour diverses raisons. Mais actuellement, avec ce genre d'appareil que vous avez là, on peut passer à travers la roche. C'est-à-dire vous tendez une petite antenne qui est sur le sol, qui est là, et cette antenne qui est là, et qui part là, on part aussi de l'autre côté. Et là, avec ça, il y a des ondes qui passent à travers la roche, et les gars qui sont en surface vous reçoivent, alors c'est nickel. C'est un truc, ça marche à pile, c'est léger, c'est absolument formidable. Un autre système aussi qu'on a actuellement, et on s'est fait faire ça par un spécialiste qui est décédé malheureusement, qui était très bon, qui travaillait dans les téléphones portables. Il nous a fabriqué, c'était déjà connu, mais d'après les plans, il nous a fabriqué une sorte de balise qui permet... Voilà la balise. Bon, écoutez, je vais avancer, tant mieux. Vous voyez cette balise qui branche sur batterie et qui émet des ultrasons qui sont envoyés comme ça. Boum, boum. Alors c'est des trucs, Jean-Charles, c'est des trucs ronds comme ça, des sons qui partent comme ça, Et les gars qui sont en surface, c'est-à-dire ces gens-là, allez, ces gars qui ont cette balise-là, vous voyez, il a des écouteurs, il écoute les sons, et suivant la direction, par le système de trigonométrie, il va savoir le point exactement où se trouve la balise. Ça, c'est très très intéressant pour savoir où se trouve une autre entrée, où on peut avoir un accès. Et grâce à cela, et bien par des systèmes de repérage, ça on le fait couramment. Hein. D'ailleurs, c'est un amusement, à la limite. Même il y en a, ils n'ont même plus envie d'aller à les grottes, ils se mettent à la surface, ils se baladent, ils écoutent les sons. Quoi. Ça me permet des fois de prendre une grosse pelle, si on a un copain, ça c'est dans l'Ariège, qui a un gros caterpillar. Donc on creuse, on sait exactement où il faut creuser, et ça creuse, et puis on récupère des espèces de tuyaux, ou parfois des vieilles citernes à gaz réformées, on en fait des tunnels, des puits plutôt, on place ça, et on a un nouvel accès à la grotte. Évidemment, nous on n'est pas des footballeurs, on n'est pas de rugbyman, on n'a pas de public, mais parfois on veut montrer ce qu'on fait, c'est pas par un nombrilisme, par un narcissisme qu'on le fait, mais parfois, sur des choses importantes, je pense notamment aux découvertes concernant le site minier médiéval de la grotte du Calel, mais aussi pour les cimetières d'ours qu'on a trouvés dans plusieurs routes, on a fait venir, dans plusieurs grottes, on a fait venir la télévision, et il y a eu plusieurs émissions qui ont été faites, des émissions parfois à moyen métrage, qui ont permis de faire connaître aux gens un petit peu ce qui se passe dans nos grottes saurésiennes. Alors les fouilles sont évidemment fortement réglementées par la direction régionale des affaires culturelles. Nous, il y a longtemps qu'on est dans le circuit, donc ils acceptent parfois, sur une problématique bien particulière, que l'on fasse des fouilles. Donc il nous est arrivé plusieurs fois de faire des fouilles paléontologiques. Ça, on voit bien, très bien. C'est un site près de Dourgne. Qu'est-ce qui se passe là, Charles ? Près de Dourgne, où l'on voit les ossements d'Ursus pelus, d'ours, de bison, d'auroch, pris dans des stratigraphies dans une grotte. Ça, on a fait ça. Et actuellement, on fait encore des fouilles, des relevés de bâtis, à la Chartreuse de la Bâtière, à la grotte du Calel, et bien d'autres grottes. Ici, c'est une image virtuelle, évidemment. L'ours, on l'a repompé sur une autre photo. On l'a placé là. Mais c'est sur une photo, par contre, d'un paysage qui existe. C'est dans la grotte du Plot d'Elmé, près d'Altamiboul, où on avait une cavité, voilà l'entrée de la cavité, qui a été découverte par une carrière. Ils allaient ouvrir une carrière à cet endroit-là. Et lorsqu'ils ont fait un tir de mine pour casser les cailloux, ils ont percé la paroi. On est rentré dans une salle et on a trouvé des dizaines et des dizaines de squelettes d'ours. Donc c'était un cimetière d'ours, donc ça a été étudié par le laboratoire du quaternaire de Bordeaux. Et c'était des races d'ours qui n'existent plus actuellement, à savoir les Ursus speleus et Ursus lenigeri. C'est des races d'ours qui ont disparu. C'est un peu comme si je vous parlais du Néandertal pour l'homme, vous voyez, hein, les espèces évoluent donc, ou régressent. Et donc, c'est un site très très important qui avait été trouvé, mais après on a retrouvé 3 ou 4 sites comme ça, moins importants, mais où l'on retrouvait dans cette faune de climat froid, de la dernière glaciation d'il y a environ 30 000 ans, glaciation ourmienne, donc, et qui faisait que les hommes étaient obligés de se protéger de ce froid. Par contre, il n'avait aucun problème de nourriture, puisque la faune était luxuriante, et comme je vous disais tout à l'heure, ils n'étaient pas très nombreux.
Donc ils pouvaient puiser dans la nature autant qu'ils voulaient, à condition de savoir chasser. Mais ils savaient chasser, ils avaient intérêt d'ailleurs. Alors quelques éléments qu'on a pu trouver dans les grottes. Ici vous avez par exemple une patte d'ours dans l'argile qui a été conservée pendant 30 000 ans, c'est pas rien. Ici vous avez un fémur d'Ursus pelleus. Le squelette était par terre, donc allongé évidemment, dans la gangue argileuse, et dessus a poussé le stalagmite, preuve d'ancienneté. Ici c'est un crâne d'ours, alors c'est assez important, vous avez vu, ça a pratiquement 35 à 40 cm de longueur, 30 cm de long environ. Et ici vous avez un gros bloc où là-dedans vous avez des os, des dents, pardon, ça c'est une dent, un hémipariétal, où il y a toute la faune qui est tout mélangée. La faune de la glaciation, dernière glaciation d'il y a 30 000 ans, 40 000 ans, glaciation de Womb, qui se trouvait à la base d'un gouffre près de Calais. Les grottes, donc, conservatoire naturel pour la faune, mais aussi pour les vestiges laissés par les hommes. Là, nous avons du matériel essentiellement néolithique. Le néolithique, c'est du moins 2000, moins 3000 ans avant Jésus-Christ, donc récent quand même. Hein. Voilà. On a trouvé des grottes sépulcrales, c'est-à-dire que les gens sont les enterrés sous des dolmens. Hein. Vous connaissez les menhirs, les dolmens, qui sont souvent associés à des menhirs. Parfois, ils les mettaient dans des grottes, ce qu'on appelle les grottes sépulcrales. Et souvent, il y avait, auprès des squelettes, il y avait un viatique, c'est-à-dire qu'évidemment, ils pensaient, mais déjà depuis les Néandertals, c'est-à-dire depuis au moins 80 000 ans, on pensait qu'il y avait une vie après la mort. Donc, les gens avaient besoin de matériel pour pouvoir vivre dans cet autre monde, le monde des morts, et on mettait des céramiques, on mettait des aiguilles à chasse, comme vous avez ici, à Nos, une lame de fossile pour couper les céréales, des pointes de flèches pour chasser, et pour se faire beau, on se mettait des colliers en pierre, hein, et ainsi que une scie en coche pour couper, par exemple, du bois ou des choses comme ça. Et la fameuse hache poulie, que je vous ai parlé tout à l'heure, qui était le mobilier d'apparat pour un grand chef d'un peuple, trouvé dans la grotte du Figuier. Voilà la grotte de Roquemaure. C'est dans la grotte de Roquemaure essentiellement qu'on a trouvé en 1981 11 squelettes à la grotte sépulcrale, avec l'entrée qui est actuellement complètement bétonnée. Nous-mêmes, on s'est refusé d'y rentrer à l'intérieur parce qu'il y a encore des zones qui ne sont pas fouillées. Et là, on a une zone, dans la première salle, une zone où les gens faisaient on va dire, un repas funèbre. Je ne sais pas si c'était le repas des morts, mais on a trouvé des traces où ils faisaient du feu, ils faisaient de quoi manger près de l'entrée. Et après, tout le long, un squelette, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 11 squelettes, et certains portant des colliers en perles, et dont un crâne d'enfant, que je crois que j'ai pas mis, un crâne d'enfant de 8 ans. Voilà les squelettes, hein, pris parfois dans la calcite. Voilà le crâne d'enfant. Ah, ben voilà, si je l'ai mis. Voilà le crâne d'enfant, là vous avez vu la forme qu'il a. Il était en position latérale, là c'est le plancher stalagmitique, il a été soudé à la calcite ce qui forme les stalactites et les stalagmites du plancher de la grotte, il était donc sur le côté. Là vous avez l'os blanc, ce qui veut dire que l'os du crâne de l'enfant est recouvert de calcite. Et ça, on sait que d'après la dentition et d'après le volume du crâne, que c'est un enfant assez jeune. Et Dieu sait que ses parents lui ont laissé beaucoup de viatique. C'est là qu'on lui a laissé des haches polies, la menthe aussi, un silex que vous avez vu tout à l'heure, et les pans de l'oc, et ainsi de suite. Et les vases. Le site est exceptionnel à Sorèze, donc 10h moins 10, avant, on va être dans les temps, je vais vous libérer dans un petit quart d'heure. Un site archéologique exceptionnel à Sorèze, c'est le site minier du Calais où les hommes du Moyen-Âge cherchaient du fer. Alors là, ils ont cherché du fer en surface, c'est les petits ronds, c'est les petites doulines que vous voyez, que vous avez vu tout à l'heure sur les photos. Ils se servaient donc de poterie pour emmener de la graisse, pour allumer les lampes en graisse que vous voyez en bas à gauche. On en voit une à droite aussi qui est in situ, qui a été découverte donc. La grotte, il s'éclairait avec des torches ou avec des lampes à graisse comme vous voyez ici. Parfois, ils avaient des plans inclinés ou des puits, mais ils savaient très bien les descendre, c'est-à-dire ils n'avaient pas nos échelles et nos cordes, bien entendu, mais on a remarqué par exemple à cet endroit-là qu'il y avait des petits trous
qui était fait dans le rocher. Et chaque fois, il y avait un trou en face. Au début, on n'a pas très bien compris. Et puis, on a compris en y mettant des morceaux de flexible. Vous savez que c'est un plastique dont se servent les plombiers maintenant. Il y en a un de bleu, un de rouge, parce qu'ils se rentrent l'un dans l'autre. Donc, on les a fixés, on a pris la photo. Et grâce à ça, on a compris comment c'était. On a restitué un petit peu l'équipement qu'il y avait plus de 1000 ans dans cette grotte, à savoir un escalier en bois qui permettait de remonter à l'étage supérieur. Ils n'avaient pas peur quand même. Des dessins aussi, des dessins faits sur les parois, qui font penser évidemment, ces dessins, c'est des formes très stylisées d'hommes. La photo que vous avez juste avant, celle-ci, montre bien un mineur avec son pic qui est là, le sac est sur le dos, l'espèce de couvre-chef et une espèce de tissu qui est figuré par des petits traits. Ça, c'est un mineur, ça, c'est un dessin certainement fait par un adulte. Mais là, par contre, c'est vraiment anthropomorphe. On voit très bien la tête, mais on oublie le corps. Il y a les deux pieds qui sortent directement, il y a les bras en croix, le petit nombril au milieu, les cheveux figurés par 2 ou 3 petits traits, les vêtements figurés par ces zigzags. Là, on est tout à fait dans les dessins que peuvent faire des enfants actuellement en maternelle, ces dessins infantiles, c'est les hommes têtards qu'on appelle. Et exactement, si vous vous rappelez, si vos enfants, ou actuellement, vous regarderez le dessin, c'est exactement ça. Quand vous voyez ce dessin, c'est celui que je vous ai montré juste avant. Quoi. Voilà. Alors, ce qui veut dire quoi? Ça qui veut dire qu'en l'an 1050, des enfants de 6 à 8 ans, là c'était 3 ans et demi actuellement, mais c'était des enfants de 6 à 8 ans qui allaient dans la grotte du Calais. On dit 6 à 8 ans parce qu'on a retrouvé des empreintes de pieds humains nus dans l'argile qui font environ la pointure 33. C'est ce que portent les enfants de 7 ans environ. Voilà. Vous avez vu? Ça ressemble, hein? Ce qui vient de sortir, c'est les dessins du XIe siècle. Alors, beaucoup de traces, bon, je passe rapidement, beaucoup de traces dans ces grottes, c'est des milliers et des milliers de traces qu'on est en train de relever pour la direction régionale des affaires culturelles. Alors là, ils nous laissent faire, hein, parce que là, il n'y a aucun archéologue qui veut aller là-dedans. C'est de l'argile, c'est de la folie. Enfin, nous, on a l'habitude, en plus, on aime ça. En plus, c'est de la fangothérapie à 0 centime, c'est-à-dire on a une peau de jamais fine, je vous assure. Quand on est plein de boue, c'est impeccable pour la peau. On n'a pas de parasites, on n'a rien, c'est impeccable. Donc voilà, alors il y a plein de traces. Bon, dans les photos, là on voit bien une rigole qui a été tracée. Là on voit des traces d'outils, des fois c'est des marches, des fois c'est des petites... Là on voit le dessin avec une espèce de creux juste à côté. Enfin, c'est plein de traces. Là aussi, à droite, vous avez l'entrée d'un tunnel. Là, c'est un tunnel, mais ils l'ont raté, donc ils l'ont fait à côté, là, ils l'ont réussi. Là, c'est des traces d'herminettes, des blocs qui sont mis les uns sur les autres, les marches, etc., etc. Voilà les marches. Et même on s'est amusé à reconstituer un petit peu ce que pouvait être l'éclairage avec ces flambeaux, ces torches, qui ne sont pas des simples morceaux de bois, bien sûr, vous l'avez compris, c'est des outils composites, c'est-à-dire on fabriquait autour une sorte de résine avec une espèce de textile imbibé de diverses choses pour que ça flambe. Et ça marche, on peut avoir des éclairages pendant un quart d'heure à 20 minutes, de bons éclairages. Le problème, c'est que ça fait beaucoup de fumée, et on ne peut s'en servir que dans les grands espaces, dans les grands volumes. Dans les petits volumes, c'est les lampes à graisse. On se sert des lampes à graisse. Bon, ça c'est un drame sous terre, c'est pour vous dire que dans un gouffre, un jour, dans une grotte qu'on a explorée, c'était un tout petit trou, une grotte qu'on ne connaissait pas, eh bien, on sait qu'il y a un mineur qui est allé au fond pour essayer de voir s'il y avait du fer. Bien sûr, il est revenu parce qu'il n'a pas trouvé le fer, et puis pouf, il est tombé dans le puits, et il est mort. Et le voilà, on l'a retrouvé, nous, plus de 1000 ans après, dans une position, en décubitus dorsal. C'est un gars qui n'est pas mort sur le coup, quoi. C'est-à-dire que, bon, il a dû expirer, comme on dit, pendant longtemps. Enfin, les spéléologues sont aussi, c'est la protection du patrimoine, et nous sommes toujours mobilisés pour les grandes causes, à savoir, par exemple, la défense du plateau du Causse, face parfois les carrières. Les carrières, bien sûr, il faut de la pierre, on comprend bien, il faut que les gens travaillent, mais parfois, il ne faut pas qu'ils arrivent, surtout lorsque les sites sont classés monuments historiques. Le site, en particulier plusieurs plateaux de la Montagne Noire et du Calais, il y a beaucoup de protections, avec des protections juridiques, avec des classements monuments historiques, zones SVF, sites paysagers, Natura 2000, protection de biotope.nf, et dernièrement, les espaces naturels sensibles, et tout dernièrement, un classement géologique au niveau national. C'est-à-dire que le plateau du Causse
a été classé comme site géologique d'intérêt national. On a mis des panneaux didactiques de sensibilisation, allez donc à Bernico ou allez sur le plateau de Causse, vous en verrez, et enfin certaines cavités, on a mis des protections physiques. Voilà, c'est terminé. Voilà. Ben, je vous remercie pour votre attention, j'espère que ça n'a pas été trop difficile à suivre. Je parle vite, je le sais, mais ça, je n'arrive pas à me corriger. Ben, je vous remercie en tout cas pour votre attention, et puis je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Merci. Vous pouvez dire un mot des ardoisières de la région qui sont les plus importantes de France, si je comprends bien, et qui ont laissé de nombreuses traces dans le paysage, car on n'a pas encore changé toutes les toitures ardoises en tuiles. Tout à fait, c'est vrai que c'est une activité qui est un peu en perte de vitesse par le fait que les ardoises sont assez chères. Et on a une ardoise d'une excellente qualité, comme vous le dites, c'est vrai. Je ne me suis pas trop penché sur le problème, mais je sais où elle se trouve, parce que la plupart se trouvent justement sur les zones amont du calcaire. C'est les endroits où c'est les terrains d'hommes imperméables, où va couler l'eau, et au contact du calcaire, l'eau rentre à l'intérieur. La plupart des vallées, quand on remonte les vallées, qu'on arrive au contact du schiste, donc juste après le calcaire, le schiste c'est les ardoises, on retrouve des amas considérables de fragments d'ardoises qui ont été cassés parce qu'on leur donne une forme. Il y avait des gens, on voit par exemple des cartes postales du côté de Dourgne, où l'on voit les ateliers où il y avait des dizaines, je ne vais pas dire des centaines, mais dizaines de personnes qui taillaient les loses, pas les loses, les plaques de schiste, avec un petit arrondi devant et derrière le petit trou pour mettre le clou pour l'attendre, le mettre sur les toits. C'est vrai qu'il y a beaucoup de toits actuellement qui sont en mauvais état. La plupart des gens qui font la réfection de ces toits récupèrent des vieilles ardoises sur les maisons qui sont effondrées, des trucs comme ça. Mais actuellement, c'est vrai que l'activité a bien baissé. Je crois qu'on ne produit plus d'ardoises pratiquement. À Douai encore on produit. Voilà. C'est vrai que c'est vraiment un matériau de très bonne qualité. Qu'est-ce qu'il y a comme animaux à l'heure actuelle dans les... Alors les animaux qui sont actuellement dans les grottes, c'est ce qu'on appelle des animaux cavernicoles. Alors, ils vivent dans les grottes, uniquement dans les grottes, tout simplement parce qu'à une période, il y a certains animaux qui vivaient à la surface du sol, qui, par des changements de conditions météorologiques, ont été obligés de partir dans les grottes, et certaines, donc, évidemment, n'ont pas subsisté, mais certaines ont réussi à s'adapter à ce nouveau monde. Et ces animaux sont étudiés notamment par le laboratoire souterrain de Moulins à l'Ariège, bien que maintenant il y ait moins d'activité, mais aussi par divers laboratoires internationaux. Il y en avait en particulier à Pozsgona, en Yougoslavie, où ils étudiaient les protées, ces animaux qui ressemblent un petit peu à des salamandres, mais qui sont complètement épimentés. Tout simplement parce que les animaux que l'on retrouve dans les grottes, et qui ne vivent que dans les grottes, les troglobies qu'on appelle, ce sont des animaux qui sont anophtalmes, c'est-à-dire qui n'ont plus de vue, mais parfois ils ont encore les stigmates de l'ancien appareil oculaire. C'est des animaux qui sont complètement dépimentés, tout simplement parce que ils n'ont plus de couleur, parce qu'ils ne sont pas sous les rayons solaires. Et c'est des animaux qui ont un métabolisme très lent. Il y en a certains qui peuvent se passer de manger pendant des mois et des mois, de trouver la nourriture pendant des mois et des mois. Alors dans les grottes, ils vivent de quoi? Ils vivent essentiellement de tous les nutriments qui sont rapportés par les ruisseaux souterrains, par les ruisseaux extérieurs qui rentrent dans les grottes. Donc là, ils trouvent énormément de choses. Alors on trouve des poissons, troglobies, notamment aux États-Unis, on trouve ces fameuses protées, mais on trouve aussi des animaux vraiment tout petits qui font quelques millimètres et qui ressemblent parfois à des crevettes, comme les Niphargus. Après, vous avez des espèces de mille-pattes, des trucs comme ça. Voilà. Ces animaux qui ne vivent que là. Alors ça, c'est intéressant parce qu'il y a des gens qui sont spécialistes pour ça et qui vont vous dire, dans les Pyrénées, à tel endroit, c'est plutôt les aphaénops, à tel endroit, c'est plutôt les Niphargus, à tel endroit, d'autres animaux. Et avec ça, ils essayent de retrouver une sorte de cartographie de paléo, je vais l'employer le grand mot, de paléobiologie ancienne qui explique un petit peu comment ces animaux sont arrivés là. Après, il y a des animaux qui ne sont pas spécifiques à la grotte, mais qui occasionnellement y vont. Je parle des chauves-souris. Là, c'est plus des cavernicoles, c'est des troglophiles qu'on appelle. Les autres, c'est les troglobies. Les troglophiles, c'est ces animaux
qui aiment bien l'ambiance de la grotte, le noir, l'humidité, et qui le soir, ils sortent de la grotte et vont manger des insectes. C'est des animaux d'ailleurs qui sont protégés. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui meurent à cause des produits que l'on met dans les champs. Les insectes souvent sont je ne trouve pas le mot, je vais employer un autre mot qui ne correspond pas, qui sont pollués par tous ces produits chimiques qu'il y a dans les champs et qui vont intoxiquer les chauves-souris. Il y a plusieurs races de chauves-souris. Là, j'ai répondu à la question, je pense, globalement. D'autres questions? Alors, la faille de Saint-Félix, ça, je ne connais pas. Je ne connais pas parce que Saint-Félix, à mon avis, il y a des micro-failles, parce que Saint-Félix, c'est des calcaires. Il y a des calcaires, il y a des calcaires du tertiaire, il y a des marnes, il y a des grès, mais qui correspondent au dépôt des photos que je vous ai montrées du fameux. Lorsque je l'ai pris comme exemple, qu'à une époque, il y avait un immense marécage, un peu comme la Camargue, merci. Vous revenez comme vous voulez, vous m'avez aidé dans la Camargue. Hein. Donc, il y avait ces îlots, donc il y avait des dépôts. Il y a Saint-Félix, justement, dans les dépôts qui font des reliefs de Cuesta, qu'on appelle les reliefs de Cuesta, on a trouvé des animaux, des ossements d'animaux, c'est les fameux gros sabliers que je parlais, des hyènes énormes, des hyènes qui faisaient 4-5 mètres de longueur. Vous vous rendez compte d'une hyène de 4-5 mètres? Les cochons, pareil, c'était pas les cochons de maintenant, quoi. C'était des trucs. Après, il y avait les proto-cabalus, les chevaux. Pour ceux que ça intéresse, je vais faire un peu de pub. Je tousse, n'ayez pas peur, parce que je bricole aussi, c'est de la poussière, n'y éclate. J'écris l'histoire de Revel, et sur le tome 1, pour ceux qui veulent l'acheter, je développe ça, et je mets notamment les dessins des animaux qu'il y avait, et j'explique ce que je vous expliquais sur le plan géologique, si ça vous intéresse. C'est dans les premiers chapitres, donc, lorsque je parle de Revel avant Revel. Voilà. J'en profite pour dire que l'histoire de Revel, on a sorti, je sors au sujet aussi, mais il faut bien que l'on puisse lire pour éditer le tome 3, le 4 et le 5, puisque je vais faire 5 tomes sur l'histoire de Revel. On a besoin de vendre ces livres pour sortir le numéro 3. Voilà. Alors, je vous dis, si vous les achetez, vous y verrez, c'est plein d'iconographie, plein de photos. N'hésitez pas. Voilà. Je rajouterai que ces reliefs de Cuesta, les pisconniers, j'adore aussi la géologie, ces reliefs de Cuesta, à l'époque, n'existaient pas, c'est-à-dire que c'était plat. La cuvette de Revel n'était pas complètement enfoncée comme elle est actuellement, et toutes les eaux de la montagne noire, parties en direction de Saint-Félix, devaient rejoindre certainement le ruisseau de... Allez, là aussi, j'ai un trou, de Castelnaudary, quoi. C'est-à-dire que le ruisseau de la montagne noire ne suivait pas le sort et n'allait pas être en affluence avec la goutte. Il partait de l'autre côté, vers la... L'Ers, c'est ça. Merci, vous revenez quand vous voulez. Vous aussi. C'est ça. Oui, c'est ça, le sonotone en plus. Et oui. Attends, je t'attends à la sortie, toi. C'est une collègue, c'est une spéléologue. Alors, je voulais vous dire, là, vous voyez au fond, là, il y a 3 jeunes filles charmantes, super sympas. C'est des spéléologues. Mais je peux vous dire que elles sont un exemple par rapport à certains gars. Hein. Elles sont des fois meilleures que les gars, hein, spéléo. Hein. C'est des... Non, pas toujours. Enfin, moi, oui, 70 ans, moi, je vais pas me... Voilà. Moi, je suis... Comme je dis aux copains, ils font la tête quand je dis ça, mais c'est la dernière ligne droite. Alors, c'est le siphon du lac, vous parlez, parce que les siphons dans le Calagne, il y en a 6 ou 7. Alors, si c'est le siphon du lac, c'est que c'est un peu un gros problème, on ne peut pas le siphonner. On ne peut pas le siphonner, en tout cas de l'amont. On a essayé de le siphonner de l'aval par la grotte de la Fandeille, puisque cette eau sort par la Fandeille. Il y a pas mal d'années, il y a 15 ans. Donc on a mis... Vous avez vu, je suis essoufflé, j'ai fini pour faire moins de 300. On a siphonné par la résurgence de la Fandeille, au fond de la galerie de la Fandeille. On a siphonné, mais alors pendant au moins 24 heures, tant que je me rappelle, même peut-être plus. Le niveau a baissé, et à un moment donné, on a dit, c'est long, on va laisser marcher les pompes, on va partir, et on reviendra dans quelques heures. Heureusement qu'on l'a fait, parce qu'il s'est passé un phénomène qu'au début on n'a pas compris, c'est qu'en vérité, à un moment donné, il y a eu un phénomène de désamorçage quelque part à l'intérieur du massif,
qui a fait que d'un seul coup, il y a eu des centaines de mètres cubes d'eau qui ont déferlé dans la grotte de la Fandèille, inondant tous les complexes Joël, tout a été ramassé. Et lorsqu'on est revenu au Calais, le lac était descendu. C'est-à-dire qu'on a bien compris qu'entre le lac et la Fandèille, dont le fameux siphon que vous parlez, c'est un siphon qu'on ne passera jamais. En tout cas, on ne le passera pas par le siphon, parce qu'il va être rempli d'argile. Cela, c'est ce qu'on appelle un siphon à naine, qui est complètement étanche. Là, vous n'allez pas me suivre tout à fait, mais qui est complètement étanche, ce qui veut dire que quand on a pompé l'eau, et à un moment donné, toute la colonne d'eau qui était dans le siphon à haine a déferlé vers l'aval. Heureusement qu'on n'était pas dans la grotte. Donc voilà, ça, on espère faire la liaison entre Calais et la Fandèille. Plutôt parlez-vous de ce qu'on essaye actuellement, parce qu'évidemment, c'est beaucoup plus difficile. Les choses faciles ou assez visibles ont déjà été faites. Il reste à faire tout ce qui est très difficile et tout ce qui n'est pas du tout visible. Donc là, c'est un petit peu de la chance maintenant si on doit trouver des belles choses dans la montagne noire, parce qu'on l'a vu un peu dans tous les sens. Et par contre, vers l'amont du Calais, il y a 5 siphons. Pratiquement tous ont été pompés, siphonnés. On a trouvé des réseaux, donc des centaines de mètres. Mais le dernier pose problème parce que c'est très étroit, on ne peut plus passer. Et puis, on a bien compris, d'après les balises que vous avez vues là, on sait exactement où on est en surface. On est très très près de la zone des pertes, donc l'intérêt est moindre. Voilà. Par contre, dans l'Ariège, là, on a des siphons. Là, par contre, on manque un peu de niaque, un peu d'énergie, mais bon, on le fera, on prendra le temps. Hein. On n'est pas payé à la pièce, comme on dit, mais là, par contre, on est dans le système d'alimentation de la rivière souterraine de la Ouiche, que vous devez connaître, qui est une grotte touristique très connue. Et là, il y a vraiment de l'eau, vraiment beaucoup d'eau, et on sait que la sortie de l'eau de certains massifs est énorme, et qu'à l'intérieur du massif, on ne connaît pas de réseau souterrain. Donc là, vraiment, c'est, comme disait l'espagnol, es un grand punto d'interrogation qu'on aimerait bien transformer en punto d'exclamation. Ça aurait pu être aussi Salvador Dali qui le dit, avec l'accent catalan. Voilà, d'autres questions? Ben, écoutez, merci. En tout cas, je le redis un peu chaque fois. Pour ceux qui viennent nous voir, ils se répètent. Moi, je peux vous dire que le fait que vous veniez, pour nous, c'est la meilleure motivation qu'on puisse avoir pour continuer d'autres conférences. Le fait de voir que vous venez nous écouter pour diverses conférences, eh bien, ça doit bien faire d'autres. Donc, que vous sachiez qu'au mois de novembre, on en fera une sur un revélois qui est complètement méconnu, mais qui est un peu sulfureux, puisqu'il a été un des chefs de la commune insurrectionnelle de Paris en 1871, qui a été l'inventeur, qui a aidé Gustave Eiffel, qui a inventé les premières motos à pétrole, mobilettes à pétrole, on va dire, les premiers triporteurs, qui a fait des montgolfières aussi, pour ascensionnel, pour les touristes. Il a fait tout un tas de trucs. Il a connu des gens importants comme Karl Marx, Gambetta, Bakounine, Louise Michel, enfin. Et ce type était revélois, il habitait au coin de la rue de Sorèze, je vous en parlerai en novembre. Une autre conférence dont je n'ai pas encore bien su le titre, puisque ça est fait par un des frères Arnaud, qui sont morts lors de la Deuxième Guerre mondiale, des résistants donc, qui a trouvé des documents, d'après ce qu'il m'a dit par mail, des documents très très importants qui viendront nous en faire part, certainement une conférence pour janvier-février, et puis pour mars-avril, d'autres conférences aussi, peut-être sur Airbus et Concorde, mais aussi quand le tome 3 sortira, je ferai une conférence sur le tome 3 et sur la vie quotidienne à Revel, mais la vie quotidienne au détail, ce qui se passe dans les rues, les chiens, les cochons, les pots de chambre vidés par les fenêtres, voilà, ça. Alors ça, je sais que ça va vous intéresser. Là, je suis sûr qu'on ne le fera pas ici, on le fera à la salle Moudaro certainement. Donc je plaisante. On le fera ici certainement. Merci à vous tous. Rentrez, j'espère que je vous souhaite à tous et à vos proches une très bonne santé. Et faites attention, c'est pas quand même de la rigolade. Gardez le masque comme il faut. Merci.